Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans votre émission 4 sur table. 4 sur table, c'est cette émission qui passe sur votre web TV, Wangari TV, la chaîne pour tous. Dans cette émission, nous recevons des personnalités avec lesquelles nous discutons à bâton rompu, sans langue de bois, sur des questions liées à la personne de ceux-ci ou d'autres questions d'intérêt général. Notre invité du jour est un directeur général. Et en plus d'être directeur général, il a aussi d'autres casquettes. Il est activiste ou influenceur, l'un ou l'autre. Nous allons échanger avec lui pour savoir quelle est la casquette qui lui va le mieux. Il est là, il est avec nous. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Anawar Abdoulaye. Bonjour Monsieur Karim. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Alors, c'était pas facile de vous convaincre pour que vous puissiez venir ici et tout, mais finalement... Je suis là, je l'assume. Voilà. Comme d'accoutumé dans cette émission, nous démarrons avec une question en ce qui concerne la scolarité de notre invité, parce que beaucoup de Nigériens pensent qu'il faut étudier ailleurs pour pouvoir être brillant, et donc nous posons cette question-là pour qu'ils puissent savoir un peu, avoir plus d'informations sur nos différents invités. Dites-nous, quel est votre cursus scolaire? Voilà, enfin, j'ai un cursus scolaire voilà, classique. Hein. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un père militaire, ce qui m'a poussé à connaître toutes les contrées. Ouais, j'ai commencé, je pense, mes cours dans une école à Madouela. Oui, c'est une zone reculée de la frontière algérienne. Après, j'ai commencé mon école primaire à Tawa jusqu'au CE1. Après, on s'est retrouvé à Zender, où j'ai eu à fréquenter l'école Bachar Bouzou jusqu'au CM1. Après Zender, je suis revenu à Niamey. J'ai fait l'école Mission Garçon et le cours Voltaire. Donc après l'obtention de mon certificat de fin d'études primaires, j'ai concouru pour le Prytanée militaire, voilà, où j'étais admis. Voilà. Après quelques jours au Prytanée militaire de Niamey, l'État m'envoya au Prytanée militaire de Kati, au Mali, où j'ai eu à faire le collège, tout le cursus, au fait, collège, lycée, jusqu'au bac. Et voilà. Après le bac au Prytanée militaire de Kati, voilà, j'avais deux choix, soit de continuer dans la vie civile ou dans la vie militaire. J'ai plutôt choisi la vie civile. Voilà, enfin, et voilà. Est-ce que vous vous sentez bien, la vie civile? Est-ce que vous vous sentez... Voilà, bon, après, je pense, après, je suis retourné au Mali jusqu'à ma licence. Après, je suis allé à Dakar et au Maroc, où j'ai eu à faire deux masters, en marketing politique et l'autre en industrie logistique. Donc, voilà. Donc, après tout ceci, voilà, enfin, j'ai fini il y a 5 ans. Donc, voilà, j'ai essayé de côtoyer la vie normale. Là, la finalité, voilà, je me retrouve à entreprendre. Mais pourquoi n'avez-vous pas continué en tant que militaire, étant issu d'une famille de militaires? Ça a même pesé. Enfin, c'est ceci qui m'a poussé même à côtoyer la vie civile, c'est-à-dire à choisir une autre branche, comme vous l'avez dit. Je suis issu d'une famille militaire. C'est pas forcément dit que je devrais être militaire. Voilà. Après ma licence, nous étions dans une situation sociale un peu délicate. C'était pendant la transition et j'ai choisi autre chose. Voilà, j'ai choisi autre chose et que j'assume pleinement aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre choix aujourd'hui? Mais bien sûr. Enfin, vous savez, l'avantage d'être enfant de troupe, c'est que voilà, c'est des valeurs qu'on garde jusqu'à la fin de nos vies. Voilà, il y a une autodiscipline et il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on s'approprie. Voilà. Comme on le dit dans le jargon, ET un jour, AET pour toujours. C'est comme ça. ET un jour, ET pour toujours. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe, notamment le groupe ABS, Africa Business Service, qui englobe ABT, Call Me et Wangari TV. Dites-nous, d'où vous vient ce penchant-là pour l'entrepreneuriat? Pour moi, Monsieur Karim, l'entrepreneuriat, c'était une nécessité, un impératif. Je n'avais pas d'autre choix pour ce que je faisais. J'avais deux choix. Soit travailler pour quelqu'un, voilà, soit
essayer de faire quelque chose, me vendre moi-même, vendre mon intellect et voilà, soit travailler pour moi-même. Maintenant, pour l'acteur de la société civile ou l'activiste, comme vous l'appelez, enfin, ces dernières années, je n'avais pas d'autre choix que d'avoir ma propre indépendance financière qui puisse me permettre d'être libre de m'exprimer comme je le souhaitais. Donc, c'est cela qui m'a poussé à dire, écoutez, j'entreprends. Je vais entreprendre, voilà, pour être libre d'abord de mes pensées, d'agir, de parler et autres. Voilà, donc l'entrepreneuriat était plus une nécessité, enfin un impératif. Je n'avais pas de choix. Voilà. Madame, en tant que fils d'une grande dame, Madame Rekijere Makoy, l'une des plus grandes femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat au Niger, est-ce que être le fils de cette dame-là n'a pas pesé? Ça m'a beaucoup aidé, sûrement, parce que voilà, quand j'ai eu la chance effectivement d'avoir une mère entreprenante, voilà, c'est un modèle, donc ça a été peut-être mon modèle, ça m'a poussé, ça a peut-être facilité certaines choses, voilà, dans la conception, dans l'idéologie et tout, voilà, donc c'est sûr que ça a été un plus pour m'encourager, j'insiste, pour m'encourager, voilà, à entreprendre. Dites-nous, vous avez créé dernièrement Wangari TV, qui est l'une de vos dernières créations. Je pense peut-être que vous n'allez pas vous arrêter là, ou bien quels sont les objectifs que vous recherchiez avant de créer Wangari TV? Écoutez, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Pour moi, entreprendre, c'est pas, on se lève pas du jour au lendemain pour dire, voilà. J'ai fait un constat. Étant donné que ma première expérience entrepreneuriale n'a pas été bonne, vous avez parlé de Call Me tout à l'heure, j'avais développé effectivement il y a 2 ans le concept, enfin j'avais développé, je voulais m'investir dans le transport privé avec les taxis privés Call Me et autres. À l'époque, quand on faisait, on n'était que 2 ou 3, il y avait Drop et Bip qui venaient de partir et tout. Après, l'expérience n'a pas été bonne parce que la concurrence m'a terrassé du jour au lendemain. Après 4-5 mois d'activité, je pense qu'il y en avait 5, il y en avait 5. Après, là, maintenant, il y a près de 10 qui ont ouvert après. Le marché n'était pas aussi solide pour un pays comme le Niger. Donc, il fallait être réaliste. C'est surtout ça le mot. Voilà, et j'ai pris du recul, j'ai pris cet échec-là pour essayer de dire, bon, je vais voir ce qu'il n'y a pas au Niger, ce qui n'existe pas. Et le monde des médias m'attirait, j'admirais un peu le monde des médias. Surtout quand je voyageais, quand je voyage à l'extérieur, c'est un peu complexé quand je voyais les plateaux télé dans les autres pays de la sous-région et tout. Au Mali, au Sénégal, au Burkina à côté. Donc, je me suis dit, écoutez, là, je vais m'investir dans ce domaine. Sachant bien que je n'ai aucune expérience dans le domaine. Hein. Enfin, je n'ai pas de diplôme dans les médias et autres. Je me suis dit, je vais entreprendre dans ce domaine, apporter quelque chose de nouveau. Voilà, d'où la réflexion sur Wangari TV qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je me suis dit, je vais apporter du contenu, je vais développer ce secteur. Et c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans ce domaine. Mais il y a aussi une question qui nous tenait vraiment à cœur, et pas mal de personnes nous l'ont posée et tout. À l'annonce du lancement de Wangari TV, nous avons vu sur la toile une autre web TV qui a surgi, notamment Nangari TV. Dites-nous pourquoi une telle coïncidence, et est-ce que connaissez-vous le promoteur de cette web? Je connais, c'est un camarade, monsieur Jaloud Tanguy, et je connais le promoteur de Nangari. Effectivement, bon, on n'a pas eu l'occasion de se voir, lui et moi. La communication est venue le même jour. Moi, personnellement, les gens m'ont envoyé son tweet et tout, j'ai rigolé. Bon, j'avais 2 choix, c'était soit répondre et puis créer un nouveau buzz, ou soit laisser couler et tout. Mais ni Nangari ni Wangari ne sont les premières web TV au Niger. Nous devons tous aussi, je pense, à Pedro Web TV, à Etran. Il y en a eu beaucoup, au fait. Mais c'était quoi le concept? C'était que des pages qui faisaient de la publicité ou qui passaient des informations. La différence avec Wangari, c'est que j'ai pensé un projet, je me suis donné les moyens. Il fallait créer les plateaux techniques et tout ce qui va autour, les plateaux physiques pour apporter de l'innovation et tout. Et lui,
Jaloud, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat un peu avant moi, devrait avoir cette expérience. Parce que je pense qu'il avait loupé un peu sa communication. Je le pense, je l'assume. Mais imaginez-vous, je pense qu'il a lancé Mosaïque Magique il y a 3 ans. Quand il arrivait, Elite Media était là. Vous imaginez Bouba, qui est l'un des doyens dans le domaine, et les autres Bouba lui dire « Ah, mais moi j'ai créé Elite Media il y a quelques années et tout. » Après, il s'est lancé dans le sport. Il y a eu Omega Fitness Club. Vous imaginez que Badis, les promoteurs de Badis ou des autres salles de sport lui disent « Ah, et on a créé les salles de sport il y a 5, 10 ans, 20 ans et tout. » Non, enfin, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Vous voyez un peu, Nagali a existé pendant... Enfin, d'ailleurs, je vais vous faire cette confidence. Allez-y. Une des premières émissions que j'avais pensées, c'était la Grande Fada du Niger. C'est M. Jaloud qui m'a fait le logo il y a 3 ans. Et gratuitement. Ça veut dire qu'il savait que... Il y a 3 ans, gratuitement. Il savait que Wangari venait. Sauf que moi, Wangari, c'est pas du jour au lendemain. Ce bâtiment, je l'ai pris en juillet 2021. J'ai fait mon lancement le 1er juillet 2022. En 1 an, j'ai payé 1 an de loyer pour faire tout ceci. Toutes ces installations. J'ai pris tout mon temps parce que je n'avais pas les ressources adéquates pour cela. Ça m'a pris de l'énergie, des ressources financières et autres. Il fallait me battre effectivement avec les autres activités pour combler ceci. Vous voyez un peu. Donc, je suis arrivé avec Wangari. La concurrence, elle est bien dans ce domaine. Et d'ailleurs, moi, je serais très content que Nagali Nagali puisse apporter quelque chose. Vous comprenez? Ça va nous permettre de donner aux Nigériens effectivement du contenu. Là, on va se battre dans une concurrence saine pour créer du contenu. On va faire travailler, les équipes vont travailler, des imaginations et autres. On va développer des choses. Qui va sortir vainqueur? C'est le Nigérien et tout. Voilà. Mais le fait qu'ils disent effectivement, je pense qu'il avait raté, et je le renvoie sa communication en disant qu'elle était là il y a 2 ans. Non. Avant de faire Wangari, je suis allé vers ceux qui avaient de l'expérience dans le domaine. Ceux qui étaient là, j'ai demandé leurs conseils. Moi, c'est ça qui caractérise ma personne. Les Bouba, les Pedro, j'ai dit aux gens, je veux faire ça. Vous voyez, et c'est ce que ça revient à ce que je disais, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Je n'ai pas étudié les médias. C'est maintenant que je veux effectivement me former dans ce sens-là. Vous comprenez un peu? Donc, le monde, j'espère qu'il y aura d'autres télé, d'autres web TV qui vont proposer du contenu aux Nigériens. Ça va pousser peut-être à donner une autre image du Niger ailleurs. Vous voyez un peu, donc c'est ouvert pour tout le monde. Est-ce que vous avez des relations avec des promoteurs de web TV qui ne sont pas nigériens? Oui, d'abord ma première expérience de web TV, c'est avec Ouverture Média au Mali. Oui. Voilà, c'était une collaboration, effectivement, avec un promo du Britannique militaire, enfin un jeune et un ancien, avec qui on a eu à beaucoup discuter, à beaucoup développer la web TV et tout. Vous comprenez un peu. Donc ceci aussi, c'est l'exemple effectivement d'ouverture média que je voulais ramener au Niger, en l'améliorant un peu plus. Vous voyez un peu. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans 4 sur table, ne vous êtes pas trompé d'émission, et je suis sûr que c'est cette partie de l'émission-là que vous attendez. Dites-nous, monsieur Anora, vous vous définissez comme un influenceur ou un activiste? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai du mal avec l'expression influenceur. Pour le moment, je n'ai pas encore atteint, c'est-à-dire... J'ai tellement faim que pour moi, je n'ai même pas encore atteint 10% de mon évolution, de mon développement personnel. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je le serai peut-être, et d'ailleurs, ce serait peut-être mon souhait sur le long terme. Mais là, en noir n'a même pas, non. Je n'ai pas encore commencé. Bon. Vous voyez un peu, il y a plus de personnes qui m'influencent positivement, bien sûr, pour le moment, que moi, je me retrouve. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont marqué. Qui sont ces personnes qui vous influencent? Parce que... Zoubert Dansoussou, oui, par exemple, m'influence aujourd'hui. J'ai des jeunes frères aujourd'hui, quand je pense à des Babs Magaji, à des Destino, à des gens, enfin, Rachid Awal, et Nassirou Bodo. Il y a beaucoup de personnes qui m'influencent, au fait, positivement.
pour le moment. Donc, que je considère comme des influenceurs, parce que quand ils écrivent quelque chose, vraiment, tu sens qu'il y en a. Enfin, quand ils développent des choses, tu sens qu'ils en ont dans la tête. Tu vois un peu. Donc, enfin, il y en a tellement sur le plan entrepreneurial, sur le plan sportif et autres. Il y a beaucoup qui influencent aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, c'est ces gens-là d'abord qui sont... À l'époque, j'avais du mal. Personnellement, avec... j'attaquais même des fois certains influenceurs parce que pour moi, ils n'avaient pas... On se crée... D'autres aimeraient plus se créer un mythe qu'ils ne font réellement, qu'ils n'apportent de concret réellement. Vous comprenez un peu? Donc moi, enfin, je ne me considère pas pour le moment comme influenceur. Voilà, activiste peut-être. Okay. Peut-être. Pourtant, c'est vrai, vous ne vous reconnaissez pas la casquette d'influenceur ou d'activiste, mais on vous connaît. On vous connaît comme quelqu'un de virulent, quelqu'un de très tranchant, et vous avez très souvent des sorties, vous attaquez même, vous avez déjà eu même attaqué le président de la République sur certains points et tout. Oui, mais ceci ne fait pas de moi un influenceur. Je suis quelqu'un qui est toujours, enfin, j'ai toujours aimé cette liberté de dire ce que je pense. Oui, effectivement, d'autres s'identifient à moi, mais enfin, d'ailleurs, je vais encore vous... C'est cela qui m'a permis d'être à ce niveau aujourd'hui, ou améliorer un peu mon hygiène de vie. Au fait, vous savez, l'expression influenceur, enfin, c'est lourd. Mais on voit parce que vous... C'est lourd parce que, imaginez-vous... Vous vous acharnez tellement que vous êtes même pris à votre propre famille. Je parlais de ce tweet-là. Ce tweet-là, vous avez indesté directement votre grand-père, je crois, le président de l'association islamique. Non, ce n'était pas tout. Parce qu'il y a aussi votre tante. Votre tante Ina Karanta que vous avez... Ça, c'est un autre... Monsieur Karim, c'est un autre débat. Je reviens. Je partage une opinion. Effectivement, j'ai eu à faire un tweet sur le président de l'association islamique. C'est parce que le citoyen, pas le petit-fils, le citoyen que je suis, et d'ailleurs même le petit-fils, pense qu'il n'est pas à la place qu'il faut. Mais vous trouvez normal que j'attaque, que je dénonce d'autres personnes et que je ne sois pas en mesure de dénoncer les nôtres, enfin que je ne sois pas en mesure de dénoncer les miens? Pour moi, c'est une hypocrisie, parce que les personnes que nous dénonçons là, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont des familles. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, effectivement, à un moment, enfin, j'ai eu à dire, et je le dis publiquement, je l'assume, que je ne me retrouvais pas, ou pour moi que le président de l'association islamique n'était pas à la place, c'était pas l'homme qu'il fallait à cette place, pour des raisons bien claires. Voilà, il n'avait pas la personnalité, ni l'onction pour cela. Et je l'assume. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de moi un influenceur ou ça ne fait pas de moi, je ne sais pas. Effectivement, pour ma tante, j'ai eu à régler des comptes à travers une vidéo. J'ai juste réagi, c'est naturel. C'est effectivement pour dire que, enfin, je suis libre. Pour moi, en fait... Mais est-ce que après avoir dénoncé toutes ces personnes-là, est-ce que vos rapports sont encore au beau fixe? Non, enfin, du tout. Mais c'est ça aussi le choix. En fait, vous savez, enfin, plus tu es vrai, plus tu es détesté, plus tu es faux, plus tu es aimé. Maintenant, enfin, moi, je veux être vrai. Et je l'assume. Je veux vraiment être vrai et je l'assume. Vous comprenez un peu? Donc, voilà, ça me coûte des fois des amitiés, ça va me coûter des fois des membres de ma famille, mais c'est des choses que j'assume. Voilà, mais ça ne fait pas de moi un influenceur. En tout cas, pas pour le moment. Pour le moment. Ouais. Mais parmi vos différentes apparitions, il y a l'une d'entre elles qui nous a un peu touchés. Ça nous a touchés, d'autant c'était un tweet où on a senti de la haine, on a senti de la colère, on a senti... ça concernait un officier. De la colère. De la colère. Bon, oui, effectivement, beaucoup de colère. Et ça vous a même coûté, je crois... une interpellation, effectivement. Parce que vous aviez été incarcéré. Non, une interpellation, je suis allé en jugement, ou une garde à vue, quelques tortures et tout. Mais je suis allé en jugement, un procès que j'ai gagné parce que effectivement, enfin, j'avais eu un non-lieu, c'était un long processus et tout. Oui, je me rappelle de ce tweet, effectivement, où je m'étais laissé emporter par mes émotions. J'avais perdu un très bon ami,
dans des circonstances que je préfère pas relater ici, par respect pour qu'il repose en paix et par respect pour sa famille. Effectivement, ça m'avait poussé dans une colère noire où je pensais effectivement avoir exprimé ce que beaucoup de gens pensaient en bas. Voilà. Maintenant, c'était regrettable et tout. Oui, mais voilà, ça m'a valu effectivement une interpellation, oui. Mais après, je sais pas, on vous a interpellé, vous avez parlé de torture. Jusqu'à où? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel degré? Non, c'est une torture morale. Effectivement, enfin, non, enfin, jusqu'à quel niveau? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu à aller, enfin, qui ont eu à visiter les cellules de la PJ et tout, mais c'est, voilà, je ne dis pas, enfin, être dans une cellule, en culotte, où tu as des résidus humains, des chiottes et tout. Oh là là, c'est une cellule qui fait même pas 1 mètre carré, enfin, qui ne fait pas 2 mètres carrés. Donc tu peux pas te coucher, tu es assis effectivement. Donc pendant des heures, c'est pas, je ne le souhaite pas c'est inhumain. Finalement, vous avez cédé. Cédé? Enfin, au contraire. Après ça, au contraire, c'est ceci qui m'a donné la force de dire tout ce que, 90% des vidéos que j'ai faites, c'était après ça. Non, ça ne m'a pas cassé. Ça ne m'a pas cassé. Au lieu de vous faire taire, ça vous a encore donné... Ça m'a motivé. Mais dites-nous, quand vous faites les tweets et les vidéos et tout, vous n'avez pas peur des représailles? Avoir peur de quoi? Des représailles, pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il y a la famille, il y a... Oui, c'est difficile. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même essayé de bannir cette expression ou ce mot peur de mon vocabulaire ou de vie, parce que quand tu as peur, tu ne vis plus. Aujourd'hui, c'est comme si on donnait raison à tout ce qui est terrorisme et autres. Quand vous êtes dans une peur, vous ne vivez plus. Je tiens énormément à ma liberté. Mais on n'a pas l'air. Non, je tiens à mon imperfection autant que je tiens à ma liberté. C'est-à-dire, pour moi, la liberté, c'est quand je dis ce que je pense. Tout à fait. Donc, voilà, je tiens à cette liberté de dire et de dire ce que je pense. Mais bon, est-ce que vous dites ce que vous pensez? Parce que beaucoup de personnes pensent que tout ce que vous dites a été téléguidé. Ce sont des gens qui vous poussent à dire ces choses-là et tout. J'ai pas compris. Des gens qui peuvent pousser aujourd'hui quelqu'un à dire... Peut-être vous pouvez nous le dire. Non, bon, effectivement, c'est cette liberté aussi. Il faut laisser aussi aux uns aux autres la liberté de penser ce qu'ils veulent. Voilà, dès lors où ça ne te touche pas. Mais aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un peut te téléguider pour attaquer un pouvoir? Ça devrait être plutôt le contraire. C'est suicidaire. Enfin, voilà, j'aurais aimé être téléguidé, par exemple, par le pouvoir pour attaquer des gens qui n'ont pas le pouvoir. Mais le contraire serait illogique. Mais c'est quelque chose que je tiens à ma liberté. Je ne pense pas, parce que des fois, je mène ce que je dis là. Ça va d'abord contre d'abord, des fois, ma propre famille. Vous venez de le dire. Monsieur Karim, je suis pour beaucoup, je suis le fils d'un officier encore en activité. Mais ça, c'est risqué. Je l'assume. C'est ma personne. Je n'ai pas choisi d'être le fils de tel. Enfin, voilà. Mais pour moi, ça ne devrait pas m'empêcher de dire ce qui est vrai. Ou d'être dans une posture juste. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, tout le risque que je prends, que j'encours, je le prends d'abord, c'est ma famille qui est indexée. Des fois, des gens m'attaquent, attaquent même la vie privée de mes parents. Mais je continue. Vous comprenez un peu? Donc, quand on me dit téléguidé par qui, je vais vous faire cette confidence. Une fois, j'ai un petit frère que j'estimais beaucoup, avec qui j'étais très proche, qui m'a dit dans un commentaire, un nom d'ailleurs, parce que je lui reproche tout le temps, je lui reprochais le fait de ne pas s'assumer. Pour moi, un homme, tu t'assumes. Il m'a dit, dans un commentaire, d'ailleurs, toi, en fait, tu es un mercenaire. Karim, cette personne, je l'ai raillé de ma vie. Jusqu'à ce point?
je vous promets, tac, il n'existe plus. Voilà, c'est-à-dire, nous sommes dans une posture un peu hypocrite où les gens, au fait, se cachent derrière, des fois, derrière leur lâcheté pour trouver une circonstance atténuante à ce que les autres font. Mais non, aussi, je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que souvent, il y a des gens qui viennent vous voir pour dénoncer certaines choses? Et est-ce qu'on vous propose souvent des enveloppes pour dénoncer certaines choses aussi? Bon, dénoncer là. Quand on dénonce quelque chose qui n'est pas normal. Tout à fait. Voilà, les gens, tout ce que je dis, c'est parce que des gens, effectivement, pensent qu'ils ont été injustement, qu'ils ont été abusés. Vous comprenez un peu? Mais la première des choses, moi, quand quelqu'un vient me voir pour un problème, la première question que je lui pose, est-ce que tu es prêt à te battre pour ton problème? Si tu me dis oui, je peux t'aider. Je vais te dire, ok, battons-nous, je vais me battre parce que je pense que peut-être que tu n'as pas le pouvoir de te battre ou tu n'as pas les moyens de dire ton truc. Mais je ne vais pas dénoncer quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas s'assumer. Voilà, maintenant, pour ceux qui s'agit des enveloppes ou des trucs, nous sommes dans un milieu, effectivement, où on va tenter de te corrompre des fois, on va tenter de te dire des choses, mais vous pensez aujourd'hui... On a déjà tenté de vous corrompre? Parce qu'il faut qu'on le dise clairement. Plusieurs fois. Plusieurs fois? C'est naturel. On peut savoir les montants? Non, ça, je préfère plusieurs fois. Plusieurs fois, des fois même à travers des parents. Plusieurs fois. Maintenant, est-ce que si... de la famille? Bien, la première des choses, quand quelqu'un doit passer par on va toujours te dire que tu es le fils. Nous sommes dans un petit pays où tout le monde se connaît. On va toujours trouver des liens et des trucs. Mais vous pensez que si on acceptait cela, moi personnellement, je serais là en train de continuer à dire ce que je pense? Je pense pas. C'est une logique qui est là. Des fois, d'autres personnes pensent que je suis arrogante ou je donne l'impression même d'être arrogant des fois, où je marche vraiment la tête haute. C'est pour effectivement même donner cette image de ce que je ne te dois rien. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu me demandais mon cursus scolaire, j'ai oublié de te dire. Moi, si j'ai d'abord un premier diplôme là, c'est un master à l'école de la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un master à l'école de la vie, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. J'ai tellement eu de par ma position et autres à délinquer par le passé qu'aujourd'hui c'est ça qui fait de moi, c'est ça qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tu suis en train de vous parler. Vous voyez un peu? Donc, quand je dis école de la vie, là, c'est-à-dire la vie m'a tellement appris que là, je sais où je pose les pieds, je sais comment je marche. Et je sais ce que je veux. D'accord. Mais aussi de l'autre côté, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'aujourd'hui vous êtes tué parce que vous êtes invendu. Vous êtes invendu parce que vous avez pris, vous avez. Monsieur Karim, on ne peut pas. Ce sont des gens, Monsieur Karim, je pense que vous n'êtes plus trop virulent, vous n'êtes plus trop agressif. Maintenant, vous êtes un peu doux. C'est parce que vous avez reçu quelque chose. Excusez-moi, je ne suis pas doux. Il y a 2 semaines, quand il y a eu l'augmentation du prix du pétrole, du gasoil, je me suis exprimé et de manière claire et limpide. Maintenant, ceux qui pensent cela, et c'est cela que je dis encore, c'est des gens qui se cachent derrière leur lâcheté pour se trouver à eux-mêmes une circonstance atténuante. Mais qu'est-ce qui leur empêche, qui empêche à ces personnes-là de sortir, faire comme nous? Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire à part dire ce que je pense? Peut-être qu'ils se retrouvent en vous, ils trouvent que... Mais excusez-moi, ils se retrouvent en moi. C'est d'ailleurs, ça fait partie des expressions que j'écoute couramment. Quand je me retrouve à des endroits publics et autres, on a tendance à me dire, j'ai des parents ou des autres qui vont te dire, ah, si on a 5 personnes comme toi, le Niger va changer. Si tout le monde pouvait, voilà, tu es moins virulent, tu t'es tué, non, on ne t'entend plus. Mais ces gens qui te le disent là, ils ont des enfants. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair. Désolé. Ils ont des enfants qui peuvent venir dire ce que je dis.
Mais pourquoi ils ne le font pas? Peut-être pas de la même manière parce que... Je le dis de quelle manière? Enfin, moi, je suis quelqu'un de... Il y a aussi un groupe qui dit parce que peut-être vous comptez sur la famille, vous comptez sur... Excusez-moi, je viens d'une famille normale comme toutes les autres. Ma famille n'est pas au-dessus d'aucune famille. J'ai eu la chance. On ne choisit pas d'être né, d'être bien né. Effectivement, vous êtes issu d'une famille qui vous permet d'avoir... Enfin, excusez-moi, ma famille ne représente même pas 0,01% d'atomes dans la vie du Niger. J'ai eu des parents ou des grands-parents cadres, ou j'ai eu la chance d'avoir un patronyme comme tout le monde dans ce pays. Si je comptais sur ma famille, je n'allais pas être là. Si je comptais sur ma famille, je n'allais pas être en prison, je n'allais pas vivre certaines choses. Vous comprenez un peu? Enfin, je ne compte pas sur ma famille, mais je veux simplement, des fois, j'évite même de m'exprimer à cause de cette hypocrisie. Des gens qui pensent que, mais imaginez-vous, dans un pays où personne ne peut s'assumer et dire ce qu'il pense, il attend que ce soit l'autre qui le fasse. Et généralement, quand on le fait, vous savez comment ça finit? Tous ceux qui sortent aujourd'hui pour défendre ici au Niger ne sont pas soutenus. C'est les premières fêtes, c'est les personnes d'ailleurs même que vous défendez qui vous insultent derrière après. Qui vont te traiter de con ou de tout ce que tu vois. Et vous pensez que quoi? Enfin, aujourd'hui, si on doit changer de mentalité ou si on doit défendre des choses, si on doit dénoncer des choses, nous pouvons le faire dans un mouvement d'ensemble. Moi, quand même, je le fais. Quand quelque chose me prend ou je ne suis pas d'accord, je le dénonce et je ne le dénonce pas pour X, Y. Je le dénonce parce que je suis naturellement contre l'injustice. Et vous savez d'ailleurs ce que ça me... Je vais vous faire cette confidence. Après mon tweet que vous avez cité de 2019 là, qui m'a valu le truc, qui m'a valu la garde à vue et tout. J'ai fait presque 2 ans où je n'avais pas de relation avec mon paternel. Mais pourquoi? Il n'était pas d'accord avec mon choix, il pensait que ce que je faisais était anormal et je le lui ai dit. Tu ne m'as pas éduqué comme ça, père. Moi, je me rappelle plusieurs fois, mon père me disait qu'il fallait tout être sauf être lâche. Et Dieu m'a donné l'occasion de le lui rappeler. C'est-à-dire, vous savez, le vrai problème aussi au Niger, c'est que le vrai problème, comme on est dans une carte sur table, dans ces genres de cas, le premier obstacle d'une personne quand il se défend ou autre, c'est la famille, c'est pas autre chose. C'est clair. On veut tellement, tout le monde veut protéger ses enfants, tout le monde veut protéger sa famille. On préfère que ce soit l'enfant de l'autre qui dénonce, qui dit ce que nous-mêmes avions peur de dire. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est de cette hypocrisie que je parle. Et je parle de tout. Le vrai problème, vous savez pourquoi le Niger ne change pas? C'est parce que tout simplement, les parents refusent à ce que leurs enfants s'assument. Un père va te dire que cette chaise est orange aujourd'hui. Tu sais qu'elle est orange. Demain, quand ses intérêts seront en jeu, il te dira que c'est noir. Et tu dois comprendre que c'est noir. On ne nous inculque plus de valeurs. Donc, quand on me dit que je suis vendu pourquoi? J'ai pris tous les risques. Pour moi, j'ai pris des risques. Aujourd'hui, je ne parle pas à certains membres de ma famille à position ou de mes positions. J'ai fait 2 ans où je n'ai jamais dit, et ce n'est pas du tout, enfin, ce n'est pas, surtout dans notre société, enfin, musulmane, où les parents ont une place prépondérante. En 2 ans où j'ai coupé, parce que je voulais m'assumer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les rapports sont bons? Aujourd'hui, les rapports sont au beau fixe avec mes parents, pour une raison, parce que je m'assume. Et j'explique aux parents. Est-ce que les parents ont accepté votre choix? Ils n'ont pas le choix. Vous êtes imposé. Je ne dirais pas, je n'utiliserai pas le mot imposer, c'est que je ne donne pas le choix à mes parents de me dicter ce que je dois faire. Ils m'ont éduqué, ils m'ont appris des valeurs et j'essaie de suivre ces valeurs. Je suis assez grand pour savoir, adulte aujourd'hui, pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Mais quand un parent m'interpelle, par exemple, il n'y a pas longtemps, une fois, des parents m'interpellent pour me dire « Ah, tu as attaqué X » ou autre, je le dis « Oui, j'ai attaqué X et… »
Non, c'est ton grand-père, c'est ton oncle ou c'est ceci, mais je reviens encore là-dessus. Les personnes qu'on attaque là ne sont pas tombées du ciel. Moi, je profite même de cela pour lancer un appel à tous les parents. Laissez vos enfants s'assumer. Mais les autres pays qui se sont développés, vous pensez que c'est à travers ces couvertures qu'ils se sont développés? Non. Vous comprenez? Donc, voilà, ceux qui pensent. Et encore une fois, c'est quelque chose qui ne me touche plus. Je donne la liberté à n'importe qui. Le fait de vous traiter de vendu, ça ne me touche pas. Ça ne me touche plus, parce que je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je dis ce que je pense. Et j'exhorte ces personnes qui ne sont pas vendues à faire comme moi, à ne pas être vendues, à sortir dire comment nous on dit ce que nous pensons. Vous voyez un peu. J'exhorte toujours ces personnes, mais je suis certain que vous ne trouverez pas beaucoup comme nous. Mais dites-nous, vous avez vraiment dénoncé le comportement des Nigériens, c'est-à-dire si le Niger n'évolue pas, c'est la faute des Nigériens. Mais c'est la faute des Nigériens. Que faut-il pour que le Niger puisse avancer? Il faut juste une prise de conscience conséquente d'abord. Vous savez, la première étape dans la résolution d'un problème, c'est de la situer. Et le Nigérien refuse toujours la responsabilité de ses actes ou de son comportement à autrui. Nous sommes naturellement, enfin c'est triste de le dire, le Nigérien ces dernières années a développé un comportement très mesquin, très méchant. Qu'est-ce que c'est dire? Nous sommes méchants. Nous ne sommes pas patriotes. Gratuitement? Des fois, c'est de la méchanceté gratuite. Je peux ne pas aimer Karim, je ne connais même pas Karim, je ne l'aime pas. Parce que X m'a dit, juste parce que Karim est bien, je ne l'aime pas. Ça existe chez nous. Mais à votre avis, pourquoi le Niger, sur le plan sportif, sur le plan culturel et autres, ne se développe pas? Voilà, ça c'est une question que je voulais aussi vous poser. C'est tout pourquoi simplement le Niger ne se développe pas sur ce point? Parce qu'on vous a vu dénoncer l'inaction du ministère du Sport lors de la participation de notre athlète aux États-Unis. C'est parce que tout simplement, regardez les autres pays, comment ça marche. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un jeune frère avec qui j'ai fait le Maroc, qui était à cet âge, il est moins âgé que moi. Il est retourné dans son pays, le Mali, il y a 3 ans. Il a été nommé chargé des infrastructures au ministère de la Jeunesse et des Sports. En 3 ans, le stade du 26 mars au Mali n'était pas réhabilité. Ils ont réhabilité ce stade-là à hauteur de plusieurs milliards. Je vous truc. Et il était à la tête. Il est un jeune, hein, je vous jure, il a 28 ans. Voilà quelqu'un qui m'influence positivement. Je l'ai connu lors d'une conférence au Maroc, on s'est d'ailleurs titillé et tout, mais quand je le vois aujourd'hui, je le regarde avec admiration. Mais posez-vous la question, pourquoi les autres pays avancent? Mais peut-être au Niger, on n'a pas confiance à la jeunesse. On n'a pas la volonté humaine, on n'a pas la volonté des fois politique. Vous parlez d'un ministère. Aujourd'hui, si vous mettez dans un ministère de la jeunesse et des sports, vous mettez quelqu'un qui n'aime pas le sport, ou qui n'est pas sportif, qui ne s'approprie pas le sport. Vous pensez que vous pouvez avoir un résultat? Les carottes sont cuites. Elles sont cuites. Le Nigérien refuse que l'autre évolue. Le Nigérien refuse d'accepter la noblesse ou d'accepter le succès de son prochain. Quel artiste international, sur tous les plans, quel artiste nigérien vous avez vu s'imposer sur le plan international? Vous partez au Sénégal, Youssou N'Dour, au Mali, Oumou Sangaré. Ici, nous avons Fatima Rico qui n'arrive même pas à décoller, qui est l'une de nos déesses dans ce domaine. Mais pourquoi elle n'arrive pas à décoller? Est-ce que c'est pas... C'est parce que tout simplement, nous les Nigériens, nous ne l'avons pas accepté pour l'imposer. Les Sénégalais ont accepté Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Wally Seck et tout ceci. Les Maliens, je vais vous raconter une anecdote. Enfin, si vous me demandez ce que j'ai retenu de mon parcours au Mali, de mon Britannique militaire, c'est que le Malien a un amour démesuré de sa patrie. Il est patriote. Il est patriote, très traditionnaliste et autres.
Vous savez, c'est dû à quoi? C'est dans leur éducation, dès la base. Le Malien, ce n'est pas pour me moquer de mes frères, les Maliens s'en foutent de parler bien français. Quand tu demandes à un Malien pourquoi il ne parle pas ou tu te moques, il va te dire le français n'est pas ma langue maternelle. Et nous, à l'époque, on se moquait, mais ils ont raison. Le Malien va te consommer sa musique avant de s'approprier les musiques des autres. Une fois, je vais vous raconter encore une anecdote. Quand j'étais au Maroc, il y avait une journée culturelle. Dans ma ville, Mohamedia, j'étais à l'époque président des Nigériens et tout. Et j'avais décidé d'amener 2 groupes de rap. Un groupe Barakina et le groupe Onins. Oh là là. Quand le groupe nigérien était monté, vous savez qui était en train d'ambiancer la salle? Les Maliens. On ne dodo pas en train de chanter un peu partout. Les Maliens chantaient plus, encourageaient plus notre groupe que les Nigériens. C'était une JC nationale du Niger. Hein. Mais les Maliens s'étaient plus appropriés les Nigériens que les Nigériens eux-mêmes. Depuis ce jour, je me suis dit que moi, Anwar Abdoulaye, je vais me battre pour que nous changeons cette manière de penser. C'est pour ça que j'aime utiliser. D'autres trouvent l'expression chauvin démesuré, mais je veux être chauvin. Je veux avoir un amour démesuré pour mon pays. Quand je vois un Nigérien, sincèrement, wallahi billahi, quand je vois un Nigérien, même qu'il soit plus jeune que moi, qu'il ait moins de moyens que moi, qui est bien dans un domaine, pour moi, il m'inspire. Et je n'ai pas cette honte-là de dire qu'il est bon. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir pour d'abord, pour apprendre à nous accepter nous-mêmes et pour changer la mentalité des uns et des autres. Tant qu'on ne le fait pas, ça ne va pas changer. Merci, Monsieur Abdoulaye Anwar. Merci infiniment pour d'avoir accepté notre invitation. Et merci, je pense que nous sommes dit pas mal de choses. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais que vous regardiez cette caméra et vous lanciez un appel fort à l'endroit de la jeunesse nigérienne et au-delà de la population nigérienne pour que nous puissions avoir un Niger. Ce que je veux dire à tous les jeunes, je me considère comme jeune, je suis très jeune, je viens de rentrer dans la trentaine. Ce que je vais dire, je souhaiterais dire à tous les Nigériens et tout, c'est qu'il faut qu'ils se battent d'abord. Il faut qu'on soit en mesure de nous accepter nous-mêmes. Il faut qu'on soit en mesure de s'aimer nous-mêmes, d'arrêter cette méchanceté gratuite. Il faut qu'on ait un amour démesuré pour le Niger. Il y a certaines valeurs qui doivent revenir aujourd'hui. Et nous, je souhaiterais à travers mon groupe quand même, à travers Ouaggari Média, je souhaiterais être dans cette dynamique-là. Donc, je voudrais dire à tous les jeunes, on n'a pas un autre pays que le Niger. Cette méchanceté gratuite qu'on a peut-être héritée et tout doit s'arrêter. Et je dirais à tous les Nigériens surtout à tous les parents, ils doivent laisser leurs enfants s'assumer. On doit penser, on ne peut pas changer un pays sans sacrifice. Vous comprenez un peu? Ils doivent d'abord, on doit revenir sur certaines valeurs que nos ancêtres, que nos grands-parents avaient à l'époque. Tant qu'on n'a pas ces valeurs-là, on ne peut pas changer ce pays. Voilà, donc je profite de ce micro pour lancer cet appel à tous les Nigériens. Et je dirais aussi aux jeunes, on doit être vrai. C'est très important d'être vrai. Parce que quand tu es vrai, tu peux changer les choses. Mais quand tu es dans le faux, ce n'est pas possible. Merci, Monsieur Anwar Abdoulaye. Merci beaucoup, M. Karim. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était 4 sur table. Nous avions Monsieur Anwar Abdoulaye sur le plateau. Nous avons entendu, tant que nous sommes vrais, nous allons pouvoir changer les choses. Et il n'y a pas de Niger. Si ce Niger brûle, c'est nous tous qui allons brûler avec. Alors, merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine, Inch'Allah.